Bienvenue sur le podcast Les Barniques sur Lago, présenté par Je suis voyageur. Je suis voyageur, c'est bien plus qu'une agence. C'est une équipe de conseillers et conseillères en voyage passionnés, dont je fais fièrement partie. On se spécialise dans les voyages d'expérience et les escapades haut de gamme. On est toujours à la recherche d'aventures qui sortent des sentiers battus. Envie qu'on devienne complice dans l'organisation de votre prochain voyage? Alors parlez-nous de votre projet sur le www.jesuisvoyageur.com. N'hésitez pas à sélectionner mon nom dans la liste pour travailler avec moi. Mais prenez le temps de lire les profils des autres conseillers aussi. Vous pourriez découvrir quelqu'un dont l'approche et les intérêts résonnent encore plus avec les vôtres. Maintenant, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre univers. Hey, salut Flo! Salut Chantal, ça va? Ça va super bien, toi? Ben ouais. Yes! Fait que, dernier épisode, on a perdu la fin, imagine-toi donc. Ouais. Fait qu'on reprend ça aujourd'hui. Notre premier bug technique, toi. Ouais, exact. Ben, ça en prend toujours un, tu sais. Ouais. On n'avait quand même pas eu à date, fait que c'est quand même très bon. Donc, on part ça tout de suite avec les expressions irlandaises. Yes! Si vous voulez jaser, là, comme du monde dans un pub irlandais, ou juste pas avoir l'air d'un touriste trop mêlé, ben, je vous conseille quelques expressions que vous allez entendre un peu partout, puis que tu peux ressortir l'air de rien. Comme exemple, what's the crack? What's the crack? What's the crack? Fait que ça veut dire quoi de neuf? Puis non, le crack, c'est prononcé crack, mais c'est pas de la drogue. Ça s'écrit C-R-A-I-C. Ouais, c'est pour dire, hey, y a-tu de l'ambiance ici, le fun, le bon temps à partager entre amis? Donc, tu sais, ça l'annonce vraiment ça, là, cette phrase, cette expression-là. Tu vas l'entendre à la place aussi de salut, ça va? Fait que là, si tu me dis what's the crack, puis que moi je te réponds not much, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben là, il y a quelqu'un qui va te regarder, puis il va te regarder comme si t'avais jamais eu de fun dans ta vie. OK, fait que qu'est-ce que tu réponds à la place? Tu réponds « I'm grand ». OK! Ouais, ça veut dire que ça va super bien. Puis ça, ben c'est même si t'as 39 de fièvre, là, puis t'as la goutte au nez, I'm t'es grand. supposé d'être « I'm grand ». OK. Il y a « aged ». Aged? Et Egypt? Aged, ça s'écrit... Écoute, on n'a aucune idée. Non. E-E-J-I-T. Ouais, exact. C'est comme un idiot, mais dans le sens affectueux, comme t'es un épais, mais t'es un bon épais, tu sais. C'est genre ton chum qui met de la sauce piquante dans son café, tu sais. C'est comme... Ouais. C'est ça, Mais il y en a exact. pour tous les goûts. Ouais, vraiment. Il y a slanché. Slint. Ça me rentre pas dans la tête. Slancha, ouais, c'est ça. Ça veut dire santé. Donc, c'est quand tu fais un cheers au bar avec tes amis. Donc, on peut vraiment le dire en trinquant, comme je dis, mais on le prononce vraiment slancha. OK. Fait que si tu dis ça, là, t'as pas l'air plus local qu'un autre. Là. On est tous au même niveau, puis tout le monde se dit ça dans un bar. La prochaine, là, je la trouve vraiment comme romantique. Oui, it's lashing rain. Ouais, it's lashing. Ça veut dire qu'il est moins à boire debout, Chantal. Ou si tu préfères, c'est le genre de pluie qui te mouille jusqu'à l'os, même si c'est à l'intérieur. OK. Il y a aussi, ça c'était très drôle parce que j'ai entendu quand même assez souvent, là, c'est feck. Fait que feck, c'est comme fuck pour nous. Là, t'imagines, toi et moi, on est là-bas, on parle en français. Ils vont penser qu'on dit fuck tout le temps. On est tout le temps. Fait que là, ben Fait là, que là. fait que là, fait que là, fait que là. Fait que là. Ils vont dire, calés, ils sont bien mal élevés, eux autres. Oui, effectivement. Il y a chancer. Écoutez, ça se prononce comme chance avec un R. Moi, je pense que c'est chancer. Ou chancer, plutôt. Chancer, ouais. C'est un petit crosseur. C'est quelqu'un qui pousse sa loque un peu trop souvent. OK. Il y a deadly. Ça, c'est la traduction inversée. Ça veut dire genre trop cool, trop hot, genre hey man, ton drink, Chantal, est deadly, là. Ouais. Mais en anglais, là, mais tu sais. I'm wreck. Ça veut dire je suis brûlé raide. Ou Moi, saoul. Moi, je dirais ça pour saoul. ben, I'm wrecked. Exact. La première fois que j'ai entendu ça, au Temple Bar, je pensais que le gars, il disait qu'il était comme torché, défoncé. Mais non, son ami dit comme... J'ai demandé, ça voulait dire fatigué, puis il était allé se coucher, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, bon, ben c'est bon. That's gas. Ça veut dire c'est crampant.
Donc, tu sais, c'est hilarant. T'as dit quelque chose de drôle, une joke. Et si jamais tu te perds dans les rues de Galway ou Dublin, tu dis simplement « Sorry, I'm a bit lost, but I'm loving it. » Puis là, bam! Tu viens de te faire un nouvel ami local, puis probablement de gagner une pinte gratuite. On aime ça. Ouais. Là, on peut pas parler de l'Irlande sans parler, bien sûr, du whisky. Le whisky, en Irlande, ben, il y a un E. Ça s'écrit W-H-I-S-K-E-Y. Contrairement à le whisky écossais, qui n'a pas de E. W-H-I-S-K-Y. C'est vraiment plus qu'un simple spiritueux là-bas. Là. C'est une fierté nationale, c'est une tradition ancienne. C'est une sacrée bonne raison de s'arrêter dans un pub. Oui, effectivement. Fait que là, juste pour une petite histoire rapide et savoureuse. L'Irlande, elle revendique être le berceau du whisky, comme un peu ici la poutine à Drummondville puis à Victo. On a trouvé des traces d'une distillation qui remontait au 12e siècle. Donc, pendant un bon moment, l'Irlande produisait le whisky le plus populaire au monde, et ce, jusqu'à la prohibition aux États-Unis. La guerre de l'indépendance, puis ils sont arrivés les Scotch Blend. Mais dans les dernières décennies, le whisky irlandais a fait un retour spectaculaire, parce qu'il est raffiné, il est accessible, puis il est souvent plus doux que son cousin écossais. Qu'est-ce qui est différent avec le whisky irlandais? C'est que c'est une triple distillation versus double pour le scotch. Donc, il y a plus de douceur, moins de tourbe. Il n'est pas ou très peu fumé. Donc, quand on parle de tourbe, ben, c'est un peu ça, et c'est plus écossais. Il y a des notes vanillées, fruitées et céréalières. Il peut être vieilli en fût de bourbon, de sherry ou même du rhum pour des profils plus riches. Fait que là, je te parle de ça parce que dans le fond, il y a plein de distilleries là-bas que tu peux visiter. À Dublin, tu peux visiter la Jameson Distillery Bow. Ça, c'est une visite qui est vraiment interactive avec des dégustations guidées. Puis bien sûr, le Jameson, c'est le whisky irlandais qui est le plus connu au monde. Eh oui. Mais on sait que toi, t'aimes plus le Jack, de toute manière. Que oui. T'as le Bushmill, ça, c'est en Irlande du Nord. Fait que t'as la Old Bushmill Distillery. C'est l'une des plus vieilles distilleries en activité depuis 1608. Fait qu'on y trouve une ambiance traditionnelle avec un whisky de caractère. T'as le Teeling, ça c'est la nouvelle vague, c'est un whisky qui est plus moderne, plus audacieux. Il a été vieilli dans des fûts variés, c'est une très très belle visite à faire. Puis pour terminer, la dernière que je mentionnerais, c'est le Dingle Distillery, qui elle est au sud-ouest. Elle est plus petite, artisanale, mais elle est vraiment appréciée des connaisseurs. Mais juste une petite parenthèse, là. Oui, je l'ai faite, celle du Jameson. La seule que j'ai faite, en fait. Donc, oui, c'est une très belle expérience. En fait, moi, j'étais étonnée de savoir que tu avais plusieurs sortes de Jameson. Je pense que tu as 7-8 produits différents, Jameson. Le tour est quand même assez court. Puis, tu as plusieurs salles où ils t'expliquent un peu le processus, comment sont arrivés à faire différentes saveurs du Jameson. Puis, à la fin, bon, tu as des dégustations, tu peux un peu toutes les goûter. Moi, c'est sûr, je suis pas une fanatique de Jameson, donc j'ai plus goûté à ceux qui étaient un peu plus sucrés. T'as une place où boire ou déguster, en fait, quelques verres si ça te dit. Puis t'as un magasin aussi, là, donc... mais c'est quand même vraiment un beau musée, tout fait en bois, un peu comme le barrel de Jameson, là, donc ça rappelle un peu ça, là. Mais oui, je l'ai fait et j'étais assez hangover d'une randonnée dans tous les bars, en fait, un bar hopping, bar hopping. Pub crawl, et j'avais bu des Jameson Ginger Ale. Oh! Donc, Shout-out à Andy, c'est un de ses drinks préférés. Ouais, alors, écoute, Andy, je sais pas comment tu fais, mais moi, j'étais vraiment Elle est pas top double, en plus. Je l'étais pas top shape le lendemain. Pour conclure mon petit segment, je te dirais juste qu'un whisky, comment ça se boit? Mais tu peux le boire pur, en shot, bien sûr, ou tu peux mettre quelques gouttes d'eau. Ça va faire ressortir tous les arômes. Bien sûr, on ne boit pas ça avec de la glace. Je pense que tu peux le mettre dans un Irish coffee, hein? Oui. C'est de mise avec l'épisode. Oui. Et tu peux, bien sûr, le faire en cocktail, comme tu viens de dire, avec du Canada Dry. Ouais, exact. Du Ou ginger ale. Jameson Coke aussi, là. Ouais. On a fait pas mal le tour. On rentre dans la partie qui est vraiment la plus intéressante, d'après moi, qui concluait... on en a encore beaucoup à dire, mais c'est avec ça qu'on allait conclure l'épisode. Donc, on a toutes les incontournables et les itinéraires. Ben là, j'ai dit conclure, mais on en a encore pour 40 minutes, guys. Là, faites-vous-en pas. On va commencer par Dublin. Mettons, combien de jours on se dit dans cet itinéraire-là pour Dublin? Ben, de 2 à 3 jours pour voir tout.
mais tout dépendant aussi de la journée que vous arrivez, parce que beaucoup de choses sont fermées le dimanche. Il faut voir des trucs que vous voulez faire par rapport à l'horaire, ça c'est toujours une chose. Mais 3 jours, moi, c'est ce que je conseille. Nous, on est resté là 8. OK. Puis on a fait quand même 3 autres places dans les environs, que je vais parler un peu plus tard. Donc, il faut savoir que Dublin, c'est une capitale qui a une taille humaine, où l'histoire se mêle à la bière, aux briques rouges et à l'humour local. Tu peux parcourir à pied en zigzagant entre pubs, monuments et coins paisibles. Alors voici les arrêts essentiels que je vous suggère avec un peu plus de détails. Donc, il y a le Temple Bar dont je parlais un peu plus tôt. C'est le quartier le plus connu de Dublin. C'est beau, c'est vivant, c'est coloré. Puis, c'est sûr que c'est aussi très touristique, là. T'sais, on y trouve vraiment des pubs emblématiques, la musique live qui sort par les fenêtres, puis une ambiance de party à perpétuité, même un mardi midi. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu et c'est vrai, là. On s'est accroché les pieds littéralement de midi à 7 heures dans un pub, puis on a resté là toute la soirée, puis c'était vraiment le fun. Puis une fois que t'as coché la photo avec les pavés puis la pinte de Guinness à 9 €, ça encourage fortement à pousser la porte d'un pub un peu plus local, dans un autre quartier, qui s'appelle, c'est The Grave Digger à Carsnevin ou le Chaos à Grafton Street. C'est là où tu vas vraiment sentir le cœur de Dublin battre en toi. Ensuite, tu as le Trinity College et le Livre de Kells. Ça, c'est le plus vieux collège d'Irlande qui date de 1592. C'est avec une bibliothèque qui a l'air tout droit sortie de Poudlard, le film Harry Potter. Yep. La Long Room est un moment qui est suspendu en soi. Le plancher qui craque, les odeurs de vieux cuir, les rayons de lumière sur des étagères de livres anciens. Bref, le clou de la visite, c'est le livre de Kells. C'est un manuscrit enluminé datant du 9e siècle, considéré comme un trésor national. Et oui, même si t'es pas fan d'histoire comme moi, tu vas rester bouche bée devant les détails et les couleurs. C'est beau, c'est mythique, c'est le genre de place où tu chuchotes sans même t'en rendre compte. Puis c'est vraiment pas cher, c'est 14 € seulement. Il y a également la prison de Kilmainham Gaol. Prépare-toi, c'est pas une visite joyeuse, mais c'est une des plus puissantes que tu peux faire à Dublin. Kilmainham, c'est une vieille prison transformée en musée où ont été enfermés et parfois exécutés plusieurs figures importantes de la lutte pour l'indépendance irlandaise. Les cellules glaciales, les couloirs vides, les témoignages, tout est chargé d'émotions et, je vous le garantis, c'est vrai. Tu ressors de là avec un gros ouf dans la gorge, mais aussi une compréhension bien plus profonde de ce que l'Irlande a traversé. Puis, je te conseille, réserve ta visite d'avance parce que pour vrai, ça part vraiment vite. C'est une des premières choses qu'on a réservé nous. OK. Ouais. C'est souvent, il n'y a plus de place, puis les gens pensent que c'est le genre d'affaires que tu peux arriver à la dernière minute. Non. C'est une des choses les plus convoitées. Donc, puis c'est parce qu'ils laissent pas beaucoup de monde rentrer à la fois aussi. Puis, bien, il y a le fameux Guinness Storehouse où j'avais vraiment hâte d'aller. J'avais quand même 2 amis qui n'aimaient pas la bière noire, mais je vous le dis, allez-y pareil. Parce que c'est pas juste une usine, c'est une immersion sensorielle. Tu montes étage par étage dans une structure en forme de pinte géante. Tu découvres les ingrédients, l'histoire de la marque, son impact culturel. Et à la fin, tu arrives au Gravity Bar, un bar panoramique avec une vue 360 sur tout Dublin. Je vous le dis, c'est à couper le souffle, c'est incroyable. JF m'a dit que c'était immensément beau, là. Ouais, vraiment. Puis là, t'es capable à la fin de boire ta Guinness comme une pro. Verser avec le bon angle, le bon temps d'attente, puis ce petit sentiment-là d'avoir bien mérité ta pinte après cette visite. Puis moi, je te conseille de manger sur place au restaurant Arthur's Bar. C'est étonnamment bon. Puis le Guinness Store, c'est environ 25 € la visite. Donc, ça vaut vraiment la peine. Mais ça inclut une pinte. Oui, exactement. Fait que si tu enlèves 9 piastres ta pinte de Guinness, finalement, c'est 14. Oui. C'est un musée qui est super complet. C'est quand même assez long. On prévoit 2h30 facile si on veut faire tous les étages, puis voir toutes les chambres, des vidéos et tout sur place. Donc, c'est quand même assez complet là, comme visite. Puis, c'est quand même un peu retiré là, du centre de Dublin. Donc, nous, on a pris un Uber, puis c'était super facile de se rendre. Puis,
au retour, on a marché, puis on a pu voir d'autres quartiers, donc c'était vraiment bien. Il y a aussi la promenade de Haute. Ça, c'est un peu éloigné de la ville, donc c'est un peu plus considéré comme banlieue. T'as besoin de t'oxygéner un peu après les pubs et les prisons. Ben, tu sautes dans un DART, ça, c'est le train de banlieue. Direction Haute, à 30 minutes à peine du centre-ville. Donc, ça vaut quand même le déplacement. C'est un petit village de pêcheurs adorables, avec des sentiers côtiers magnifiques. Tu peux même faire une boucle de randonnée sur les falaises. C'est facile ou modéré selon ton envie. Tu peux croiser des phoques dans le port ou juste t'asseoir avec un fish and chip devant l'océan. C'est juste merveilleux comme moment. C'est le genre de détour qui fait du bien à l'âme et qui te montre que l'Irlande, c'est pas juste des rues en briques rouges, c'est aussi le vent, le sel, puis des rochers qui tombent dans la mer. Nice! Fait que là, quand t'as fait ça, t'as fait un peu ce qu'il y avait à voir à Dublin. T'es sorti dans plein de bars, t'as fait tout ça. Ensuite de ça, tu pourrais t'en aller à Galway et la côte ouest. Où là, je pense qu'on pourrait accorder combien de temps? Donc, Galway, la côte ouest, dépendamment de ce que vous décidez de faire sur la côte ouest, vous pouvez prendre de 2 à 4 jours. Moi, c'est une journée chaque que je recommande. Donc, dépendamment avec quoi vous bookez votre excursion. Moi, j'ai toujours pris Get Your Guide encore, ou il y a Viator, ou même, il y a des compagnies directement sur place avec lesquelles vous pouvez louer. C'est juste que vous attendez à la dernière minute pour faire ça. Donc, des fois, dans les hautes saisons, il y a des risques qu'il n'y ait plus de place. C'est comme les départs, c'est quand même assez tôt le matin, puis il y a vraiment un point de repère où c'est quand même super facile de se rendre. C'est au Starbucks, là, sur une... C'est la rue qui fait tous les canals là, du sud vers le nord, donc c'est super facile de se retrouver à ce point de rencontre-là. Donc, ce que je pourrais dire de la côte ouest de l'Irlande, premièrement, Galway, c'est une ville qui est bohème, colorée. C'est un mélange entre le vieux port de pêche, un repère d'artistes, puis un quartier étudiant qui a jamais vieilli. Les rues sont étroites, en pavé, sont super animées, autant le jour que la nuit. Si tu te promènes sur Quay Street, tu flandes dans les petites boutiques, puis tu te fais happer par une session trad improvisée dans un café. La ville est petite, mais l'ambiance est énorme. Tu manges bien, tu bois bien, puis tu finis par croire que tu as toujours vécu là. Bref, à ne pas manquer. Un coucher de soleil sur le Spanish Arc. Les huîtres locales, même si t'es pas sûr d'aimer ça, moi j'ai adoré personnellement. Il était incroyable. Puis un spectacle au Théâtre Druide ou à Rosen Dub. Donc je vous le conseille vraiment, ça vaut vraiment la peine comme petite ville. Et puis on ne peut pas parler de l'Irlande sans parler du Cliff of Moher. C'est un vertige garanti. Alors, j'ai eu bien du plaisir à me rendre en autobus voyageur avec toutes ces côtes et la façon de conduire de l'autre côté. Bref, c'était toute qu'une aventure. Falaise de Moher, c'est la carte postale de l'Irlande officielle. Tu te tiens au bord d'un mur de pierre, le vent d'en face, et devant toi, t'as 200 mètres de falaise qui tombent à pic dans l'Atlantide. C'est grandiose, c'est brutal, ça sent l'algue, la tourbe puis l'humidité. Moi, ce que je conseille, si vous voulez y aller, c'est d'arriver tôt le matin ou en fin de journée pour éviter les bosses de touristes comme nous. Puis ben, garde ton chapeau ou achète-toi un chapeau avec une corde, puis serre-toi dans le cou parce que le vent souffle à malade. Oui, il vente en titi, apparemment. Même s'il ne vente pas nulle part, il va vanter là-bas. Puis à retenir que si jamais vous allez en auto, comme sûrement toi tu ferais, Chantal, ben le parking est 8 € seulement. Donc, ça vaut quand même la peine. Il y a des petits magasins, il y a un restaurant, il y a un bar, il y a un truc laitier aussi, donc une petite boutique. Donc, bref, c'est quand même assez bien. Puis, il y a 2 côtés au Cliff of Moher où tu peux voir une vue là, assez spectaculaire. Donc, c'est bien aussi. Là, ça désengorge un peu là, les 2 côtés. Donc, voilà. On peut pas passer à côté du lac du Connemara. Oublie la toune de Sardou, là. Le vrai Connemara. C'est des montagnes aux formes douces, des lacs noirs, des murets de pierre, puis surtout plein de petits moutons en liberté. C'est un coin qui est un peu hors du temps, qui est mystérieux, silencieux et où tu peux rouler vraiment longtemps apparemment sans croiser personne, sauf du brouillard. Là-bas, tu peux visiter une abbaye, celle de Kylemore. Et là, apparemment que c'est vraiment Pinterest alert, là. Tu peux te perdre dans des chemins de traverse, puis tu peux t'arrêter au bord du lac et simplement respirer. C'est le genre de décor qui te fait vraiment du bien, mais sans vraiment que tu saches pourquoi. Tu pourrais aller aussi sur l'île
d'Aran. Et là, tu pourrais y aller à vélo. Fait que tu peux prendre un ferry depuis Doolin ou Galway, puis tu passes une journée sur une des 2 îles d'Aran, mais surtout celle d'Inis-Mor. C'est la plus grande. Là-bas, pas de stress. Tu loues un vélo, tu roules entre les champs de pierre, les ruines celtiques, des plages désertes, puis sûrement quelques vaches curieuses. Tu peux visiter un fort en fer à cheval qui s'appelle Don Aongasa. C'est tout en haut d'une falaise abrupte. Mais surtout, Flo, faudrait pas toi que tu t'approches trop du bar si t'as peur du vide. Effectivement. On parle encore gaélique là-bas, les maisons sont basses, puis tous les gens te sourient comme si t'étais de leur propre famille. Donc, c'était les 2 choses qui manquaient, qui étaient un petit peu plus pertinentes à dire dans le coin de la côte ouest. On pourrait continuer avec le sud. Fait qu'il y a des choses que tu as faites là-bas aussi qui t'ont vraiment intéressé. Donc, si les gens partent là-bas encore une journée par excursion... Oui, ben écoute, le sud de l'Irlande, tu sais, il y a Cork, il y a Kinsale, il y a Killarney. Donc, 3-4 jours pour visiter justement, pour te laisser une journée par ville. Je pense que c'est bien. Faut savoir que le sud de l'Irlande, c'est plus doux, plus ensoleillé en théorie, mais bon, et moins quand même beaucoup. C'est rempli de petits villages qui ont vraiment beaucoup de caractère. Puis entre les assiettes bien remplies, les maisons en pastel, les virages à faire, puis tu te dis « wow » toutes les 3 minutes, ben tu vas vraiment tomber en amour avec le sud de l'Irlande. Cork, c'est comme la petite sœur rebelle de Dublin, mais moins touriste, plus de fierté locale. Les gens de Cork te diront que leur ville est la vraie capitale de l'Irlande. Puis ils vont te le dire en riant, mais pas tant que ça. Tu peux aussi flâner au English Market, un marché couvert incroyable pour goûter à tout. Marcher le long de la rivière Lee ou visiter la prison victorienne de Cork. Un peu flippant, mais c'est super bien fait. Donc, moi, j'ai été au English Market. C'était super bien aussi, là, très bien fait. Là, un peu comme tous les genres de marchés que tu vois, mais c'était bien parce que c'est vraiment dans le centre. Donc, tout se fait bien à partir de là. Puis, ben, le soir, tu vas dans des pubs où il y a de la musique live, comme The Crane Lane. Tu commandes une Murphy's, qui est, d'après moi, une des meilleures bières, une des meilleures stouts, en fait, locales. Faut pas demander une Guinness là-bas. OK, fait qu'il y a vraiment comme une petite compétition. Ben, en fait, c'est juste qu'ils ont chacun leur stout. OK. Donc, là-bas, c'est vraiment la Murphy. Puis, un peu plus tard, je vais te dire aussi, il y a la Kilkenny. Oui, bien sûr. Ouais. As-tu déjà vu des vidéos? J'en ai vu plusieurs, même des TikTok. Ils vont visiter la pierre de Blarney, puis ils se couchent dans le vide, puis ils donnent un bec sur une pierre. Non, du tout. T'as jamais vu ça? Bon. Non. Ben, c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire, justement, dans ce coin-là. C'est à Blarney Castle, à peu près à 8 km de Cork. La pierre, là, elle serait dotée de pouvoirs magiques qui, selon la légende, l'embrasser te donne le don de l'éloquence. Ben là, j'aurais dû le faire. Écoute, mais justement, le mot Blarney lui-même est d'ailleurs entré dans la langue anglaise pour désigner un discours enjôleur, un peu flatteur, et souvent sans trop de fond, mais livré avec brio. Il y a un exemple qui, ça serait de « That politician is full of Blarney ». OK. OK? J'aime bien ça. Ah, je pense que je vais commencer à l'utiliser, genre. Mais tu sais, juste avec toi, puis là, on va dire ça de quelqu'un, puis personne va le savoir. Ah oui, À moins c'est qu'il ait une bonne écouté idée. notre podcast. Là. Oui. You're full of Blarney. You're full of Blarney pour ne pas dire you're full of... Shit, on peut le dire. Fait que ça a des origines mystérieuses. La vraie origine là, de la pierre est floue, bien sûr. Hein? Mais il y a quelques théories. Ça aurait pu être un cadeau de gratitude de Robert de Bruce à Cormac McCarthy, le roi de Munster, quand il a aidé lors de la bataille de Bannockburn en 1314. Ou ça peut faire aussi partie de la pierre de la destinée, de Stone of Scone, écossaise. Et ça peut être aussi une pierre qui était sacrée, utilisée dans des rituels druidiques. Donc, l'expérience que je te parlais tantôt, là, c'est pas juste un bec là, que tu donnes. Tu montes en haut du château, un escalier en colimaçon étroit, super le fun à gravir, I guess. T'arrives sur le toit, tu t'allonges sur le dos, puis là, tu dois te pencher par en arrière, dans le vide, au-dessus d'un trou là, géant dans le mur. Puis là, il y a comme des barres de métal où tu te
tiens, puis il y a un assistant qui est là, puis qui t'aide à te tenir les jambes. Mais t'es vraiment dans le vide, là. Si tu tombes, là, c'est genre... T'as le temps de crier longtemps avant de faire toc. Oui, ben non, c'est ça. Exact. Puis là, ben, t'embrasses la pierre. Mettons que de nos jours, c'est pas très COVID-friendly, là. Non, Mais exact. apparemment que depuis, c'est désinfecté entre chaque touriste. Fait que bonus, ils vont prendre une photo souvenir de toi qui est un petit peu embarrassante, là, tu sais. Toi dans le vide, les cheveux à l'envers, t'es à ton meilleur, finalement. C'est une activité que je vous conseille de faire. Ah, ben c'est cool ça. Merci, Chantal du Q. Écoute, même moi, je ne connaissais pas cette histoire-là, donc c'est super, merci. Alors, j'étais rendue à Mizzen Head. Ça, c'est dans le comté de Cork, toujours, un peu plus au sud-ouest de l'Irlande. Le prix, c'est environ 8 € pour faire cette excursion. Puis, il faut savoir que c'est le point le plus au sud de l'île. On peut y retrouver des falaises, un pont suspendu et un phare avec un petit musée à l'intérieur. C'est parfait pour une étape lors d'un road trip sur la péninsule de Beara ou après Kinsale. Donc, justement, j'enchaîne avec Kinsale aux couleurs pastel et le poisson frais. C'est à une demi-heure de Cork. Kinsale, c'est une carte postale vivante également. Il y a des maisons colorées, des galeries d'art, des restos de fruits de mer à tomber sur le cul. On l'appelle parfois la capitale gastronomique de l'Irlande. Et oui, il y a beaucoup de nourriture un peu partout. On peut marcher dans les rues comme dans un rêve. Arrête-toi pour une assiette de moules, une Guinness bien fraîche et un dessert au caramel salé. Tu peux aussi visiter le fort de Charles, une forteresse en étoile datant du 17e siècle, avec une vue folle sur la baie. C'est beau, c'est paisible. Ça, c'est le genre de Pinterest style ou Instagram. Il y a aussi Killarney, The Ring of Kerry. Ça, ben, c'est plus la nature, les routes magiques. Killarney, c'était le camp de base idéal pour explorer le mythique Ring of Kerry. C'est une boucle de 180 km à travers des paysages spectaculaires, des lacs, des montagnes, des falaises, des villages, des moutons sur la route. Bref, un peu pour tous les goûts, pour ceux vraiment qui sont fanatiques de nature. Il y a des points de vue à chaque virage, des châteaux en ruine, des cascades, puis même des plages secrètes si tu prends le temps de fouiller un peu. À Killarney même, tu peux faire une balade en jolting car, charrette tirée par un cheval, ça c'est très typique de là-bas, visiter Mock Ross House, puis te perdre dans le sentier de Killarney National Park. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, puis c'est super complet comme ville. Là, c'est l'Irlande de ton imaginaire, vert, tranquille et magique. Un petit conseil, prends ton temps sur le Ring of Kerry, arrête-toi souvent, respire, prends des photos, perds-toi un peu. C'est pas juste une route, c'est vraiment une aventure. Ensuite, le Rock of Cashel dans le comté de Tipperary. Ça, c'est en Irlande, au centre-sud. C'est 8 € pour le site principal, puis 3 € pour la chapelle. C'est un ensemble médiéval spectaculaire perché sur un promontoire rocheux. Il y a une vue panoramique entre Cork et Kilkenny, souvent visitée en route vers Dublin. Puis ensuite, t'as l'Irlande du Nord. Ici, ben, on change un peu d'ambiance. Même si les paysages restent fous, l'histoire prend plus de place. Puis il y a un petit feeling brut, intense, qui flotte dans l'air. Mais l'Irlande du Nord, c'est aussi des merveilles géologiques, des lieux de tournage mythiques, puis des gens solides qui portent leur passé et leurs accents avec fierté. On va commencer par Belfast. Belfast, c'est une ville qui a vécu des choses assez lourdes, mais qui se réinvente à chaque fois en vitesse grand V. Quand tu vas là-bas, tu sens encore les cicatrices des troubles. Voir les murales politiques dans les quartiers de Falls Road et de Shankill. Mais en même temps, il y a une petite vibe de jeunes, artistique, qui passe un peu partout. Ensuite, il y a le fameux musée du Titanic qui s'appelle le Titanic Belfast Museum. Ça, c'est l'histoire en grandeur nature de ce fameux bateau qui a coulé dans les années 1900. Donc, je vous en parle un peu parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et je viens de voir qu'à Montréal, et oui, j'ai fait la promotion un peu parce que je trouve que c'est super bien pour ceux qui n'ont jamais la chance d'aller en Irlande, de voir cette exposition qui est à Montréal en ce moment pour 3 mois. Et ça ressemble quand même assez à ce que j'ai vu. C'est vraiment grandeur nature et tout, là, donc c'est une expérience immersive, donc ça vaut vraiment la peine.
Alors, le musée du Titanic à Belfast coûte environ 18,50 €, plus l'audio-guide à laquelle je conseille. Donc, c'est 3 €. Alors, c'est 24 € au total, ce qui vaut vraiment le coup. Tout au long du musée, tu as vraiment l'histoire de chaque endroit où tu vas aller dans le musée, comme toutes les chambres, un peu toutes les démonstrations qu'ils ont faites là, de pourquoi là, le bateau a coulé, etc. Si tu passes par Belfast, il y a vraiment un arrêt que tu peux pas manquer, puis c'est ce musée-là. Puis là, oublie les clichés du musée là, poussiéreux avec 2-3 photos puis une pancarte. Là. Non, non. Là, on peut dire que on parle d'un monstre architectural futuriste en plein cœur du Titanic Quarter. Sur le chantier naval, même où le célèbre paquebot a été construit. Et oui, on voit vraiment où ça a été fait. Donc, c'est vraiment impressionnant. Puis le bâtiment, ben, il est immense. Il est en forme d'étoile à 4 pointes, avec des murs métalliques qui brillent comme des vagues d'acier. Certains disent que ça représente la proue du Titanic, d'autres les icebergs. L'ironie est forte, on va se le dire. À l'intérieur, c'est un voyage sensoriel, Chantal. Tu découvres Belfast au début du 20e siècle, en pleine révolution industrielle. Tu marches dans les pas des ouvriers des chantiers navals Harland and Wolff qui ont construit ce qu'on appelait le navire de tous les superlatifs. Tu vois des maquettes à taille réelle. Tu entres dans des cabines de premier, deuxième et troisième classe. Et oui, tu entends des voix des passagers, les témoignages des survivants. Bref, c'est hyper immersif. Tu vis même un dark ride, une petite balade animée à travers les coulisses de la construction du Titanic, façon manège lent et immersif. Oui, un manège dans un musée, ça, c'était vraiment quelque chose, là. Ouais, c'était vraiment cool à faire. Puis ben la visite Quoi, te tu plonge. t'assisais dans une ride pour Tu le vrai? t'assoyais vraiment dans un genre de petit manège, là, comme un truc à 2-3, là. Puis là, t'avais une barrière. Puis là, tu descendais vraiment dans... Tu voyais les photos, puis comment que... Tu sais, c'était vraiment... Nice. Ouais. C'est comme un... Tu pourrais un peu... Ça rappelle un peu là, les maisons hantées, un peu Ok. comment c'est fait. Mais là, c'était vraiment par phase de comment il a été construit. Puis là, t'entends les sons. Tu sais, Moi, je suis vraiment... toujours partante pour un manège. Ouais, vraiment. Donc, la visite te plonge aussi dans le drame. La nuit du naufrage, l'alerte, la panique, les signaux de détresse, les canaux de sauvetage. Tout est raconté avec respect, émotion, puis surtout beaucoup de technologie. Et le clou, une passerelle en verre suspendue au-dessus d'un plan numérique grandeur nature du Titanic au fond de l'Atlantique. Reconstitué avec des images de l'épave réelle. Tu te tiens là, au-dessus du mythe, et t'as des frissons. Je te le dis, c'est incroyable. Puis ensuite, ben, promène-toi dans la cathédrale Quarter. Un coin vivant, parfait pour un drink ou un bon resto. Si tu veux creuser plus loin dans le passé, fais un tour guidé en Black Cab. Les chauffeurs ont vécu l'histoire et ils te la racontent sans détour. Alors, c'était mon petit 2-3 minutes de ce musée qui était incroyable. Que t'as vraiment aimé. Ah, hein? j'ai adoré, vraiment. Puis écoute, Chantal, pour terminer ce segment, en fait, j'aimerais vraiment, en fait, vous parler de Giant Causeway. Ça, c'est quand la géologie devient magique. C'est à environ 1h30 de route de Belfast. C'est comme marcher sur un décor de film fantastique. T'as des milliers de colonnes de basalte hexagonales parfaites, comme si un géant les avait taillées au couteau. Et justement, selon la légende, c'est exactement ce qui serait arrivé. Le Giant Finn McCool aurait bâti ce chemin de pierre pour aller se battre contre un autre géant en Écosse. C'est beau, c'est étrange, mais c'est vraiment puissant. Puis le bruit des vagues là-dessus, wow, ça te reste dans le corps. Bon, on va un peu parler du lieu. Faut savoir que c'est sur la côte nord. C'est probablement l'un des sites les plus naturels, les plus fous que j'aurais jamais vu et que même Google Images ne rend pas justice. Donc, c'est quoi exactement? Alors, comme je disais, c'est un ensemble d'environ 40 000 colonnes de basalte hexagonales parfaitement imbriquées qui sont là depuis environ 60 millions d'années. Ils ont été créés par une éruption volcanique très stylée. Le magma a refroidi, s'est contracté et paf, t'as des marches géométriques en pierre jusqu'à l'horizon. Mais oublie la science parce que, une minute là, la légende est encore bien meilleure. Il paraît que le géant Finn McCool, un colosse irlandais, voulait se battre avec son rival écossais
Benan Donner. Alors, il a construit une chaussée pour aller le rejoindre à pied de l'autre côté de la mer. Sauf que, quand il a vu la taille du rival, il était énorme. Finn a eu un petit moment de panique. Sa femme, plus futée que lui, l'a déguisé en bébé et l'a mis dans un berceau. Quand Benan Donner a vu le bébé géant, il a flippé. Si ça, c'est le bébé, je veux pas voir le père. Résultat, il a pris ses jambes à son cou, a démoli la chaussée derrière lui, et voilà pourquoi il reste seulement le côté irlandais. Bref, un masterclass de stratégie conjugale et une des meilleures légendes d'Europe. Ce que je vous conseille, c'est d'y aller soit en autobus touristique, en voiture ou même à pied si t'as d'humeur aventureuse. Parce que, bon, c'est vraiment dans le milieu de nulle part. Et il faut savoir qu'il y a des chantiers qui ont été balisés. Donc, tu peux même faire un hiking autour de la chaussée des Géants. Le prix, c'est environ de 11 à 13 euros, dépendamment de la saison. Faut savoir que ça ferme quand même assez tôt parce que quand il fait noir, bon, c'est pas éclairé du tout. Donc, je vous conseille vraiment d'aller là, dans la journée, tôt le matin. Pourquoi y aller vraiment à cette place-là? Parce que tu peux marcher dessus, tu peux sauter de roche en roche, tu peux prendre des photos surréalistes et te sentir minuscule au milieu de ce décor. Quasi alien. Et en plus, la côte tout autour est spectaculaire. Il y a des falaises, des vagues qui s'écrasent, le vent dans les cheveux, t'as l'impression d'être au bout du monde avec un fond sonore déniant. Fait qu'on n'avait pas le choix de parler pour les femmes de Game of Thrones des routes vraiment épiques. Fait que t'as comme Dark Edge. T'as sûrement vu cette allée d'arbres hyper tordus et mystérieux dans Game of Thrones, de King's Road. Pour le vrai, c'est les Dark Edge. C'est encore plus saisissant apparemment. Tu roules sur une petite route étroite, puis soudain, bang! Une cathédrale naturelle, faite par des êtres géants qui se penchent les uns vers les autres. Un petit conseil, tu y vas tôt le matin ou en fin de journée pour éviter la foule, si tu veux vivre le moment dans le silence. Moi, là, des arbres qui se joignent par-dessus une route, là, c'est quelque chose. Je pourrais repasser là 800 fois sur la même route. J'adore ça. Ouais, c'est vrai que ça doit être bon. T'as Carry a Ridge Rope Bridge. Ça, encore une fois, c'est un vertige qui est assuré. Fait que c'est à quelques kilomètres, justement, de Giant's Causeway. C'est un petit pont à cordes suspendu au-dessus du vide qui reliait autrefois l'île de Garrick à la côte. Il est long d'environ 20 mètres, haut de 30. Il bouge sous tes pieds, mais pas de panique. Il est super solide, même s'il rince beaucoup. En le traversant, tu vas avoir une vue de fou sur la mer turquoise, les falaises, parfois même l'Écosse à l'horizon. Puis bien sûr, Flo, toi qui as le vertige, t'aurais dû rester dans l'auto puis applaudir ceux qui l'ont fait. C'est 8 €. Il y a d'autres petits incontournables en Irlande qu'on oublie souvent. Il y a la péninsule de Dingle qui est au sud-ouest. Elle est aussi spectaculaire que le Ring of Kerry, mais c'est plus tranquille. Le petit village charmant de Dingle est parfait pour ses pubs, la musique live et les glaces salées au caramel. T'as le Sleehead Drive qui t'offre des vues côtières à couper le souffle, des ruines, des plages secrètes et des forts antiques. Il y a aussi le Burren dans le comté de Clare. Ça, c'est juste à côté des falaises de Moher, mais les gens l'oublient souvent. C'est un paysage lunaire, des plantes rares, des dolmens préhistoriques. C'est un mix entre la botanique et le mystique, apparemment. Tu peux aller visiter un atelier d'herboristerie hyper charmant qui s'appelle le Burren Perfumery. On oublie aussi d'aller à Glendalough avec les montagnes de Wicklow, c'est au sud de Dublin. Là-bas, t'as des monastères médiévaux entourés de lacs de l'époque glaciaire puis des forêts. T'as des superbes randonnées hyper faciles à faire là-bas pour les non-randonneuses comme moi, je dirais. Et il y a des vraiment jolies excursions d'une journée qui sont possibles d'être faites à partir de Dublin. On oublie souvent de parler aussi des Midlands, qui est le Loughborough ou le Clonmacnoise. Ça, c'est vraiment tout le temps ignoré, mais c'est tellement riche en spiritualité et en tranquillité. Fait que le Clonmacnoise, c'est des ruines monastiques au bord du fleuve Shannon. C'est une ambiance mystique garantie. Puis t'as Loughborough, ça, c'est l'art en pleine nature, des sentiers à vélo, c'est un silence total. Il y a le Sky Rove à Clifden, c'est pas loin du Connemara. C'est une route panoramique qui est hyper courte, mais renversante. T'as le Sleeve League,
C'est dans le comté de Donegal, donc c'est au nord-ouest. C'est des falaises encore plus hautes que celles de Moher. Oui, je te jure. Puis il y a quasiment personne là-bas. Donegal, là, c'est brut, c'est sauvage, c'est authentique, c'est parfait pour les amateurs de solitude puis de paysages dramatiques. Achill Island, ça c'est dans le comté de Mayo. C'est accessible par un pont, puis on se sent vraiment au bout du monde. Les plages sont sublimes, les falaises sont vertigineuses, puis il y a même des surfeurs là-bas. Une petite vibe à l'Islande, là, mais sans quitter l'Irlande. T'as la chaussée des moines. Ça, c'est à Clore. C'est plus intime, puis c'est vraiment moins connu que la chaussée des géants. Mais c'est encore là, des petites colonnes de pierre avec une ambiance très conte de fées celtes. Tantôt, on a parlé de Tipperary. Ben, là-bas, il y a le Cahir Castle. C'est un des châteaux les mieux conservés de l'Irlande. Tu peux marcher sur des remparts, entrer dans les salles et même voir des pièges médiévaux. Une dernière chose, tu as le New Grange. Ça, c'est à Bone Valley, dans le comté de Meath. Ça a été construit en 3200 avant Jésus-Christ. C'est encore plus vieux que les pyramides d'Égypte ou Stonehenge. C'est un tombeau avec un couloir, un passage tombe circulaire dans le fond, qui est recouvert de terre et de pierre avec une entrée qui est orientée très, très, très précisément. À chaque année, autour du 21 décembre, donc pour le solstice d'hiver, le soleil il se lève pile dans l'axe du couloir, puis il y a une mince bande de lumière qui vient illuminer une chambre intérieure pendant environ 17 minutes. C'est un moment qui est vraiment sacré, qui est magique, puis c'est accessible seulement par un tirage au sort. Fait que si tu veux y assister ce jour-là, ben, il faut qu'il aille piger ton nom puis que tu aies été assez chanceux. Donc, les murs sont décorés avec des spirales puis des symboles celtiques très, très, très anciens. C'est un des sites les plus mythiques de toute l'Irlande. Tout respire le culte solaire, la mort, la renaissance et la maîtrise folle de l'astronomie par les anciens peuples. Et oui, fait que là, on a fait pas mal le tour. Je pense qu'on a nommé quasiment tout ce qu'il y avait à faire en Irlande. Et on va finir ça avec une belle histoire que Flo va nous lire. Alors, on se rappelle que Val nous avait déjà mis la table avec son histoire qu'elle avait rencontré un garçon qui s'appelait Shiva et son autre ami qu'elle avait rencontré qui s'appelait Tom. Donc, on a la suite. Donc, la suite de l'histoire de Val, qui est ma bonne amie d'enfance. Alors, ça se passe à Rajasthan. Ne me demandez pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire du couchsurfing en Inde, mais je l'ai fait. Oui, aller dormir chez des inconnus sans payer, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais bon, honnêtement, c'est devenu un des plus beaux souvenirs de mon voyage. J'étais à Jaisalmer, en pleine saison morte, et Siva, le proprio d'un petit hôtel, invitait les voyageurs à dormir gratuitement dans ses chambres. On avait une belle chambre, accès à la cuisine, accès au toit et surtout des moments uniques. Un jour, Siva nous propose d'aller rencontrer sa famille qui vit dans le désert. Alors pourquoi pas? Je monte derrière un de ses amis sur une petite moto et Tom embarque avec Siva. On part à l'horizon en moto à travers le désert. Il n'y a presque pas de route, à peine une trace au sol. Et là, ma petite voix intérieure me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici, sur une moto, en plein désert, avec des gens que tu connais à peine et personne ne sait que tu es là? Inch'Allah! » Alors on arrive finalement, comme dans un film, des maisons en terre, des chèvres autour, des femmes habillées traditionnellement, des hommes avec des turbans multicolores et de grosses moustaches bien pointues. Wow! Quelle scène! On est invités dans une tente. Je réalise que je suis la seule femme. Personne ne parle, vraiment la même langue. Mais on arrive à communiquer, on rit, c'est simple et sincère. À un moment, on m'offre une boisson à boire dans la main de la personne à côté de moi. Bizarre, c'est quoi? Une infusion d'opium? Ah, OK. Je regarde Tom, on part à rire. La situation est complètement folle. On est dans le désert, sous une tente, entouré d'une dizaine d'hommes avec des turbans roses et rouges qui rient tous ensemble. Finalement, je bois l'infusion. C'était un rituel de moisson. On passe encore du temps à visiter, on dit bonjour à la famille,
On avait apporté des médicaments aussi, toujours avoir du Tylenol adulte-enfant. Puis on repart vers Jay Salmer. C'était comme un rêve, comme un voyage dans le temps, un souvenir que je chéris encore aujourd'hui. Nice. Alors, L'aurais-tu pris, toi, la gorgée? non, jamais. Moi non plus. Non, moi non, vraiment pas. Non, alors, écoute... si j'avais été tout seul avec toi, je l'aurais pris, la gorgée. Ouais, mais tout seul dans ce monde... tout seul ensemble avec tout ce monde-là, non, no way. que je connais pas, en fait, c'est vraiment... Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver quand t'as jamais fait ça, là. Exactement. Non, je suis c'est bien que trop ça. sur mes gardes. Mais Val l'a fait, puis c'est un de ses plus beaux souvenirs à vie. Ouais, alors merci Val de ce partage, c'était bien intéressant. Yes! Alors, c'est ce qui conclut cet épisode sur l'Irlande. On vous rappelle toujours de nous envoyer vos histoires pour qu'on vous lise aussi au courriel. Les Barniques sur Lago à commercial@gmail.com. Exact. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et laissez-nous une bonne note en commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. Sur ce, on vous souhaite une très belle semaine, guys. Et on vous revient pour un dernier épisode la semaine prochaine. Yeah!